Tout ce qui monte redescend. Cette loi de la physique s'applique aussi à l'économie, comme l'illustrent les récents plongeons des cours des produits de base. Les mésaventures du pétrole brut ont fait abondamment les manchettes de ces derniers temps, mais des mouvements de ce type caractérisent aussi la trajectoire d'autres produits de base industriels. Que peut nous enseigner Newton au sujet de l'évolution des cours des produits de base? Beaucoup de choses. À la veille de la crise financière de 2008, le cours du pétrole brut du West Texas Intermediate a culminé à 145 $ américains le baril. L'effondrement de l'économie a ramené ce cours à 30 $ américains avant la fin de l'année. Puis, à la faveur de la mise en œuvre des programmes publics de relance à l'échelle planétaire, les cours ont bondi de 270 % pendant les 2 années et demie suivantes. Les négociants étaient alors persuadés que l'offre était serrée, ce qui maintiendrait les cours élevés. Toutefois, en 2014, le cours de West Texas Intermediate a entamé une chute de 65 $ qui l'a fait glisser au creux de 38 $ en août. Pour sa part, le cours de cuivre est passé de 80 cents américains la livre en janvier 2000 à 4,34 $ en janvier 2011, avant de dégringoler à 2,33 $ américains en août 2015. Que s'est-il passé? Les programmes coordonnés de mesures extraordinaires et inédites de relance qui ont été déployés pour lutter contre la crise sont souvent un facteur oublié d'influence sur l'évolution des cours des produits de base lors du dernier cycle. Si l'on fait l'abstraction de l'incidence de ces programmes sur la demande, le rachat des actifs par les banques centrales, d'abord aux États-Unis et ensuite au Royaume-Uni, dans la zone euro et au Japon, a injecté d'immenses liquidités dans l'économie. Le crédit bon marché étant à portée de la main, les marchés émergents ont assisté à un regain de leur croissance et, du même coup, à un raffermissement de la demande en matières premières. La constitution de réserve est alors devenue monnaie courante. La part de la Chine dans la consommation mondiale des matières premières à l'ensemble du spectre représente aujourd'hui au moins le tiers du total mondial. Autre élément, les investisseurs en quête de rendement ont canalisé des liquidités vers les marchés des matières premières, ce qui a gonflé artificiellement les cours. Pourtant, rien ne fait descendre les cours de leur sommet comme une envolée dans la stratosphère. En 2000, la production américaine se campait en moyenne autour de 5,8 millions de barils par jour. En 2008, elle était descendue au creux de 5 millions de barils par jour. Ces cours élevés ont stimulé l'investissement et catapulté la production de pétrole brut aux États-Unis. En fait, dès 2014, le pays de l'oncle Sam s'est hissé au premier rang mondial des producteurs de pétrole brut grâce à la découverte de nouveaux gisements et à une productivité accrue des puits. L'exploitation du pétrole de schiste est devenue plus économique en raison de l'emploi de techniques semblables à celles mises au point pour le gaz de schiste, ce qui a fait monter les réserves prouvées à plus de 48 milliards de barils en 2014. Les plateformes de forage horizontales permettent maintenant de forer de multiples puits, certaines longues de 11 km. Les plateformes marines se sont éloignées encore plus du littoral et les activités de forage atteignent des profondeurs de plus de 12 km. À cela s'ajoute la technologie à vapeur qui a porté la production canadienne de brut à plus de 1 million de barils par jour au cours de la dernière décennie.
La production de gaz naturel profite aussi du recours à des technologies non classiques. Les États-Unis connaissent depuis des années le potentiel du gaz de schiste. Les réserves prouvées en 2005 s'élevaient à 5 trillions de mètres cubes. Grâce au perfectionnement des techniques comme la fracturation et le forage horizontal, l'exploitation du gaz de schiste est devenue plus économique. Les réserves prouvées ont donc monté en flèche pour atteindre 9,8 trillions de mètres cubes en 2014, tandis que la production américaine est passée de 511 à 728 milliards de mètres cubes. Autrefois importateurs très actifs, les États-Unis envisagent dorénavant et sérieusement d'exporter ce gaz. Dans l'intervalle, les progrès technologiques ont aussi calmé la demande en énergie. Aujourd'hui, les pays à l'échelle du globe ont besoin de moins d'un demi-baril de pétrole brut pour générer 1 000 dollars américains en contribution du PIB, contre près de 1 baril en 2000. En conséquence, la consommation aux États-Unis est descendue à environ 1 million de barils par jour depuis 2007. Dans la filière du cuivre, les producteurs désireux de comprimer les coûts se sont tournés vers le recyclage. Ce métal étant entièrement réutilisable, environ un tiers de l'approvisionnement mondial en cuivre est désormais constitué de métal recyclé. De ce fait, l'industrie mondiale a exploité à ce jour moins de 15 % des ressources connues. Pour leur part, ces 30 dernières années, les constructeurs de maisons à 2 paliers en Amérique du Nord ont diminué de 150 livres l'utilisation du tuyau en cuivre en les remplaçant par des tuyaux en polyéthylène réticulé. Au bout du compte, le programme d'assouplissement quantitatif a favorisé la montée des cours des produits de base. La vague d'investissement qui a suivi, conjuguée à l'amélioration des technologies de récupération, a créé entre l'offre et la demande des déséquilibres qui ont nui au cours. Les consommateurs ont réagi en conservant l'énergie ou en utilisant d'autres matériaux. Dans le même temps, l'anticipation d'un retrait à grande échelle du programme de l'assouplissement quantitatif aura un effet réducteur sur les liquidités ayant alimenté la poussée des cours. L'interaction de toutes ces forces est précisément ce qui a fait dévisser les cours à un niveau d'où ils remonteront légèrement à moyen terme. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.